mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui l'historien Alain Ruscio. Oui, bonjour. Bonjour Alain Ruscio, spécialiste d'histoire de la colonisation française et de la décolonisation. Récemment, en particulier ces dernières années, vous avez travaillé sur la guerre d'Algérie, du point de vue d'un côté de l'OAS, de l'extrême droite, des ultras d'Algérie, avec ce livre, Nostalgérie, entre autres l'interminable histoire de l'organisation de l'armée secrète. L'OAS, vous avez travaillé aussi sur le rôle des communistes pendant... Oui, bien sûr. Et sur d'autres forces politiques. Et sur d'autres forces politiques, oui. Et puis vous avez contribué tout récemment, ça sort là, à un grand ouvrage qui va paraître chez Bouquin, un grand dictionnaire de la guerre d'Algérie qui a été dirigé par Tramor Kemener, Wanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault, en rédigeant un certain nombre de notices. Alors, si j'ai voulu vous inviter aujourd'hui, c'est pour une raison toute particulière, un peu ponctuelle en quelque sorte, à l'occasion d'une polémique liée à un podcast historique, à une émission historique retransmise par France Inter, au cours de laquelle on a pu entendre récemment un historien, pourtant auteur d'une œuvre importante, mais qui semble avoir évolué ces dernières années, dire que Jean-Marie Le Pen, je cite, n'a sans doute pas pratiqué la torture pendant la guerre d'Algérie. Il s'agit d'une émission consacrée à Jean-Marie Le Pen, c'est un portrait en plusieurs épisodes, ça s'appelle Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale, et on y entend donc ces mots, une sorte de blanchiment en quelque sorte de l'action de Jean-Marie Le Pen à cet égard en Algérie. Comme l'a dit, ce sont les mots, blanchiment, de Florence Baugé, une historienne journaliste qui a fait un livre d'histoire sur la question de Le Pen et la torture pendant la guerre d'Algérie. C'est évidemment une contre-vérité. On va y revenir avec vous, c'est pour cela donc que je vous ai invité. Il y a plein d'éléments qui permettent de savoir que Jean-Marie Le Pen a effectivement torturé. D'ailleurs, il ne s'en est pas caché à l'époque, on va y revenir. C'est important, me semble-t-il, du point de vue de la gauche aujourd'hui, du point de vue politique général aujourd'hui, parce que ce blanchiment, en quelque sorte, participe d'une respectabilisation générale de Jean-Marie Le Pen, du parti qu'il a fondé avec d'autres anciens collaborateurs ou partisans de l'Algérie française. Aux médias, on a toujours été préoccupés par ces affaires. Il y a eu une émission, La Grande Hache, juste titre. La Grande Hache, avec Raphaël Branche, l'historienne Raphaël Branche. Cette émission est toujours en ligne, bien sûr, sur YouTube, avec cette historienne donc qui a rédigé au début des années 2000 la première thèse d'histoire fondée sur des recherches scientifiques en archives qui montrent que la torture a été pratiquée de façon massive, systématique en Algérie. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des révisions de l'histoire, en quelque sorte, notamment autour de cette figure de Jean-Marie Le Pen, et mettre en doute le fait qu'il ait pratiqué la torture, ça participe évidemment de manière grossière de cette entreprise de respectabilisation. Oui, merci déjà de votre invitation. Merci de cette mise sous les projecteurs grâce à l'actualité effectivement de la publication. Donc, je rappelle, c'est le dictionnaire de la guerre d'Algérie. Vous m'avez fait le plaisir de citer mon nom parmi les contributeurs, mais je suis un modeste contributeur. Nous sommes sans doute une centaine, peut-être quelque chose comme ça. Moi, j'ai rédigé une douzaine de notices, parmi lesquelles il se trouve que j'ai rédigé la notice concernant le parcours colonial, algérien en particulier, bien sûr, de Jean-Marie Le Pen. Mais lorsque vous invitez un historien, vous prenez un grand risque, c'est celui que nous tombons tous d'ailleurs dans notre péché mignon, mais je crois que vous partagez également ce genre de choses, à savoir de remonter le temps. Je dois déjà évoquer ma surprise, je dirais presque mon effarement, lorsque j'ai entendu des débats parlant de la torture pendant la bataille d'Alger, comme si cette torture avait été pratiquée, je ne dirais pas seulement, mais principalement dans la bataille d'Alger. Lors de la bataille d'Alger. Certes, ça a été un paroxysme, mais je dirais sous une forme un petit peu peut-être provocatrice, mais en tout cas basée sur des recherches historiques qui sont le fait de plusieurs dizaines de collègues. Je dirais que la torture en Algérie
a existé depuis qu'il y avait des colonisateurs et des colonisés, des indigènes et des policiers et des militaires. C'est-à-dire que ça remonte au XIXe siècle, en fait, ça à la remonte conquête au de l'Algérie. XIXe siècle. Y a-t-il eu des tortures à partir dans les jours qui ont suivi le 14 juin 1830, le jour où le corps expéditionnaire français a débarqué à Sidi Fretch, puisque sous Sidi Ferruche est prononcé à la française, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de traces. Je vais vous en citer quelques-unes. En 1892, donc fin 19e, un malade assez célèbre qui s'appelait Karl Marx était donc très, très malade. On était d'ailleurs à quelques mois avant sa mort. Et les médecins lui préconisent d'aller prendre le soleil en Algérie. Il va vivre quelques semaines à Alger. Il est reçu par un certain Albert Fermé, qui était un militant qu'on dirait aujourd'hui... enfin, disons qu'il était dans la tendance blanquiste, voilà, membre de la première internationale, blanquiste, etc. Et Fermé dit la chose suivante à Marx, et là je me permets de lire mes notes, donc 1892, et Marx... 1882, je pense. Marx, 92. 92 Marx, c'est bon, 83. 82, c'est vous qui avez raison. Marx Oui, il est mort en 83. 83, ben, on est dans l'année du... Malheureusement, on ne va pas parler de son décès. 82, vous avez évidemment raison. 8 avril 82, pour être précis. Marx écrit à Engels et rapporte les propos d'Albert Fermé. On utilise, citation, on utilise une sorte de torture pour extorquer les aveux aux Arabes. 1882. Je passe les années. 1939. Un jeune journaliste qui s'appelait Albert Camus, qui travaillait donc à l'époque pour Alger Républicain, on peut discuter, je fais partie des gens qui ont un regard assez sévère parfois sur les engagements ou les non-engagements de Camus pendant la guerre d'Algérie. Mais en 1939, il est ouvertement dans la critique, je ne dirais pas radicale, pas anticolonialiste, mais dans la critique des pratiques, en tout cas, de l'armée française. Camus intitule un de ses articles, le 22 juin 1939 d'Alger Républicain, « Les tortures infligées par la sûreté ». 22 juin 1939. Et le 25 juin, donc 3 jours plus tard, il parle des tortures d'une jeune détenue qui se prénommait Aïcha, citation de Camus. Et donc, évidemment, tous ces textes, je les mets à la disposition des gens qui voudront bien m'interroger. Citation, « Elle a été torturée pendant 8 jours. Elle a été frappée, déshabillée, au point qu'elle urinait à force de coups. 25 juin 1939. On est donc 18 ans avant la bataille d'Alger. Et bien avant l'insurrection, bien avant le début de la guerre de libération algérienne. On est toujours avant l'insurrection. Claude Bourdet, 1951, dans le journal L'Observateur, qui s'appelait à l'époque France Observateur, pour être plus précis. Donc encore 3 ans avant le début de la guerre d'Algérie. 3 ans, voilà, exactement 3 ans. On est en décembre 51. Claude Bourdet interroge, y a-t-il une Gestapo algérienne ? Y a-t-il une Gestapo algérienne ? Sous-entendu de la part des colonisateurs. Voilà, bien sûr. Et donc c'est une dénonciation, mais il y a quand même à ce moment-là un point d'interrogation. On franchira le pas à partir de novembre 54. Ces exemples, ils donnent le sentiment que finalement, c'est une pratique structurelle de la part du pouvoir colonial sur les indigènes, pour maintenir l'ordre, quoi. Mais c'est un phénomène universel. C'est un phénomène universel. Si vous permettez, je vous ai fait voyager un peu dans le temps, je vais vous faire voyager un petit peu dans l'espace. 1935, en Indochine, André Violy, c'est une journaliste très, très célèbre, qui était du même calibre qu'Albert Londres, par exemple, aussi célèbre qu'Albert Londres à son époque. André Violy va en Indochine, elle travaille pour Le Petit Journal, donc c'est pas un journal Le Petit Parisien, pardon, je rectifie. Donc c'est une colonie française, hein, je le rappelle, oui. Qui correspond aux actuels Vietnam, Cambodge et Laos. Exactement, vous avez raison de le préciser. On appelait ça l'Indochine. Là, on appelait ça l'Indochine. Donc, André Violis dénonce dans son livre SOS Indochine, publié chez Gallimard, qui n'est pas non plus un éditeur d'extrême gauche, André Violis dénonce la torture à l'électricité dans les locaux de la sûreté de Saïgon. Voilà, toutes ces choses-là sont des choses qui sont... je dirais, répandu à Madagascar. Ça s'est fait en Afrique occidentale française, etc., etc. Donc ça participe du rapport entre colonisateurs et colonisés. Ça faisait partie du rapport de force entre deux races. C'est le terme race est omniprésent. C'est comme ça qu'on le pense à l'époque. Et voilà, on le pense et on le théorise. Il y a une race, Jules Ferry, qui est un des pères de la République et qui est un des pères de l'école pour tous, a parlé des races inférieures et des races supérieures dans un discours de juillet 1885. Voilà, toutes ces choses-là. Et
comment peut-on imaginer que des exécutants, je dirais sans mépris, mais des petits officiers ou sous-officiers, des petits policiers de terrain, imbus de leur supériorité raciale et constatant qu'il y a des résistances, qu'il y a des oppositions, eh bien, n'utilisent pas la torture. La torture a été utilisée. Donc, je ferme cette parenthèse historique, mais j'y tiens beaucoup parce qu'il n'y a aucune raison d'être, je dirais, étonné, hélas, de l'utilisation de la torture pendant cet autre paroxysme qui a été la guerre d'Algérie. Et c'est lié au fait, au fond, qu'il n'y a pas finalement de statut de citoyenneté, de droit personnel des indigènes décolonisés qui soit comparable aux droits de citoyenneté des colonisateurs, finalement. Voilà, tous les indigènes sont des sujets. Et aucun d'entre eux n'est citoyen. Je rectifie, quelques-uns d'entre eux, dans ce qu'on appelait les 4 communes du Sénégal, où quelques évolués, entre guillemets, ont eu accès à la citoyenneté. En Algérie, les Juifs sont devenus citoyens par le décret Crémieux de 1870. Mais bon, ce sont des exceptions. Et les autres, ils sont soumis aux différents codes de l'indigénat. Ils sont soumis au code de l'indigénat, ils sont soumis au règne du coup de pied aux fesses, au règne du tutoiement, au règne des tâches les plus dégradantes et les plus pénibles, et parfois au travail forcé. Je pense qu'on ne s'éloigne pas du sujet. Le travail forcé a été condamné par l'Organisation internationale du travail, qui avait lieu son siège à Genève à l'époque, en permanence pendant l'entre-deux-guerres. Quels sont les 2 seuls pays qui se sont opposés aux résolutions? C'est la France et le Portugal. Voilà 2 pays qui se sont opposés et qui ont avaient de vastes colonies. Qui avaient de vastes colonies. Le travail forcé a été légalement interdit en France par la loi Houphouët-Boigny de 1946. Donc, vous voyez, à l'aube de la 4e République. Donc, tous ces éléments font qu'effectivement, il y avait 2 sociétés, comme disait Augustin Berck pour le père de Jacques Berck, disait cela pour la société algérienne, et il y avait une juxtaposition de 2 humanités. Une humanité qui dominait, une humanité qui était dominée. Quand vous citez le tutoiement des forces de l'ordre ou du colon spontané à l'égard du colonisé, comme emblème finalement de cette oppression, de cette inégalité fondamentale et de toutes les violences qui vont avec, ça fait aussi penser singulièrement à des situations contemporaines, où certaines catégories de la population se trouvent spontanément tutoyées par les forces de l'ordre plus que d'autres. Bien sûr, je pense que c'est le fond de la pensée de ces gens qui utilisent le tutoiement, c'est la notion de grands enfants finalement. On a face à soi des gens qui sont en évolution vers une vraie humanité, mais qui n'y parviendront sans doute jamais. Et aujourd'hui, ça renvoie aussi finalement à une situation post-coloniale, bien sûr. En métropole, ou aux effets de long terme et aux permanences des effets du rapport colonial, rapport indigène colonisé. Bien sûr. Vous savez, moi je travaille depuis très longtemps sur les mentalités coloniales. En 1996, j'ai publié un livre qui s'appelle « Le credo de l'homme blanc ». Aux éditions Complexes. Dans ce credo de l'homme blanc, je décrivais un petit peu tous ces aspects, je n'ai pas le temps de les développer aujourd'hui. Mais effectivement, on retrouve, ne soyons pas caricaturaux, je ne dis pas que la situation d'une partie de la société française aujourd'hui est en situation coloniale, je ne le pense pas. Mais il y a quand même des aspects, des comportements, des prises de distance, des mépris, le mépris colonial qui subsiste dans la société française du XXIe siècle. Alors si on en revient à ce qui a déclenché finalement l'émission d'aujourd'hui, même si on voit bien que c'est des questions générales qui sont en cause, c'est-à-dire ce soudain blanchiment spontané de Jean-Marie Le Pen, dont on savait très bien qu'il a torturé, comme je le disais tout à l'heure, il s'en est vanté même à l'époque. Oui. On a de très nombreux témoignages en ce sens. Alors il n'y a pas de preuves écrites, quoique il y ait des rapports en fait, qui avaient été publiés par Pierre Vidal-Naquet à l'époque, des rapports officiels, enfin internes à l'administration, qui disent que le lieutenant Le Pen du premier régiment étranger de parachutistes, parmi d'autres, le premier REP, a torturé. Qu'on se retrouve comme ça dans une émission très largement diffusée sur France Inter, avec une sorte de dérapage comme ça et de falsification, même si après, de la part du journaliste Philippe Collin et même de la part de l'historien en cause, face à la réaction de Florence Baugé notamment, il y a eu rétropédalage, ils ont fini par admettre que, en fait, il est plus que probable qu'il a torturé. C'est symptomatique, disons, d'une extrême droitisation, ou si on veut d'un retour d'une sorte de pétainisme profond, puisque Le Pen est un représentant de cette tradition pétainiste française. Dans le débat public, bien sûr,
qui concerne Jean-Marie Le Pen lui-même, mais surtout sa fille et héritière, et le parti qu'elle a repris, dont tant de gens, finalement, en tout cas dans les classes dirigeantes, voudraient en quelque sorte faire un partenaire, ou en tout cas dont on reprend les propositions politiques dans une large mesure. Revenons peut-être un petit peu, donc, cette fois-ci, sur le cas Le Pen, sur en particulier son intervention au début de 1957 à Alger au cours de ce mouvement de répression extrêmement intense dans Alger, qu'on a appelé improprement, je crois, la bataille d'Alger, qu'on doit plutôt appeler la grande répression d'Alger. Oui, en fait, c'était une armée mobilisée, une police, mais surtout une armée sous les ordres du général Massu, qui était mobilisée contre une population. D'ailleurs, beaucoup de participants, même du côté militaire, n'éprouvaient pas une particulière fierté. Bijard lui-même, dans ses mémoires, a dit que ce n'était pas une bataille. C'était un travail de policier qui ne nous plaisait pas, mais on nous l'avait demandé. Et les autorités politiques, n'oublions jamais les autorités politiques. C'est un gouvernement socialiste. C'est un gouvernement socialiste. Il faut quand même le rappeler. La dominante socialiste, c'est la SFIO, c'est Guy Mollet. Ça n'est pas la droite. De la SFIO, et qui est effectivement président du Conseil à l'époque. Max Lejeune, et puis Robert Lacoste, qui est ministre de l'Algérie, qui lui réside sur place. Donc tous ces gens-là sont des gens qui décident la répression, ce qui n'enlève rien à la dénonciation que l'on doit faire également de ceux qui appliquent la répression. En tout cas, cette bataille d'Alger n'a pas été une bataille d'Alger, ça a été effectivement une guerre à la population. Et il y a un enjeu politique parce que c'est un moment où le FLN s'apprête devant les institutions internationales, devant l'ONU en particulier, à dénoncer la situation, et il a appelé, je crois, une grande grève pour montrer que la population est de ce côté. Oui. Et donc il faut... Qui a été très suivi. C'est ça, on demande à l'armée française de faire de la politique contre la population pour conforter la position politique de la France à l'ONU. C'est ça le contexte. Oui, le contexte, c'est ça. Et donc pour ça, le pouvoir politique va approuver des mesures mises en œuvre par Massu de répression ultra-violente et de torture massive contre la population. Non pas approuver, mais demander, en fait. Demander, ordonner pratiquement, ordonner, inspirer. Bon, donc le lieutenant Jean-Marie Le Pen, après d'ailleurs un court séjour en Indochine, parce qu'il nous aura tout fait, cet homme, il arrive en Indochine après Dien Phu, donc il n'a pas véritablement combattu. La grande défaite de 1954 qui signe la fin de la colonisation française, l'indépendance. 1954, tout à fait. Donc d'ailleurs, entre parenthèses, regardez l'importance de ces guerres d'Indochine sur laquelle peu de gens travaillent. Bien qu'il y ait une nouvelle génération qui travaille aujourd'hui, je rectifie un petit peu. 7 mai 1954, Dien Bien Phu. 20 juillet 1954, les accords de Genève qui mettent fin à la guerre d'Indochine. Et 1er novembre 1954, déclenchement de la guerre d'Algérie. Il n'y a aucune coïncidence dans l'histoire. Les 100 jours, ce que j'ai appelé les 100 jours de l'Empire colonial, entre juillet et novembre 1954, ce sont des jours de gestation de la prise de décision de la lutte armée de la part du FLN. Je reviens donc à la bataille d'Alger, donc à la fausse bataille d'Alger. Alors, première surprise en écoutant effectivement cette émission sur France Inter, c'est une approximation chronologique. Pour moi, et je pense que la totalité des historiens connaissent ces dates, Jean-Marie Le Pen a été en Algérie d'octobre 1956 à mai 1957. Donc il est présent lors de la première phase de la bataille d'Alger. Ça n'enlève rien de toute façon, puisque, comme je viens de le démontrer, la torture a été pratiquée pendant toute la guerre d'Algérie. Donc, déjà, ça discrédite un premier argument qui serait un argument chronologique, qui dirait, finalement, il n'y était pas. Mais si, on a torturé avant la bataille d'Alger, on a torturé après la bataille d'Alger. La différence, peut-être également connue par le film de Gillo Pontecorvo, la différence, c'est que c'était manifeste, affirmé, proclamé, et même l'objet de déclarations d'état-major de grande fierté. On a ramené la paix à Alger et le FLN est mort. Bon, en gros, c'était le message. Et effectivement, le FLN a pris de grands coups. Mais évidemment, la population était là pour ensuite continuer le combat et puis refaire naître des cellules du FLN. Mais Le Pen lui-même avait fait un aller-retour parce qu'il était député. Il était député poujadiste. Bien sûr. Alors, aussi. Il était à l'Assemblée nationale. C'est un très jeune député. Très jeune, le plus jeune. Ouais.
2 janvier 1956, élection législative anticipée d'ailleurs, puisque Edgar Faure avait dissous l'Assemblée précédemment. 2 janvier 1956, il y a une vague. Alors, on pense toujours au Front républicain qui remporte les élections, donc Guy Mollet avec son allié Pierre Mendès France, le succès du PCF qui arrive tout de suite derrière. Mais on a un petit peu oublié cette vague du poujadisme, qui était l'équivalent de l'extrême droite d'aujourd'hui, une extrême droite populiste, démagogue, etc. etc. Et Jean-Marie Le Pen, avec son collègue de Marquet, par exemple, devient député. Lui, il est le plus jeune député de France, il rentre à l'Assemblée nationale et il va avoir des discours extrêmement violents sur d'abord l'exigence de la répression. Jean-Marie Le Pen va exiger que les condamnations à mort soient exécutées en taxant la 4e République qui pourtant a tué beaucoup d'Algériens, a guillotiné beaucoup d'Algériens. Je vous rappelle que sur les 2 républiques, d'après les statistiques, y compris les travaux de notre collègue Sylvie Thénault, il y a eu de l'ordre de 222 guillotinés pendant la guerre d'Algérie. 222. De l'ordre de 200 en Algérie, plus d'une vingtaine en métropole. Et on se souvient que François Mitterrand, malheureusement, ministre de l'Intérieur, était ministre de l'Intérieur au début. Était à la manœuvre. Et ensuite garde des Sceaux. Oui, donc il a eu 2 postes. Ministre de l'Intérieur sous le gouvernement Mendès et garde des Sceaux sous le gouvernement Mollet. Et on voit alors Le Pen, à l'époque, jeune député, appelé aux exécutions systématiques. Non seulement il appelle, mais il veut plus de sang. Il veut plus de sang. Il explique que les terroristes doivent être terrorisés en quelque sorte, pour reprendre une expression qui a été faite par quelqu'un d'autre. Donc voilà, il a cette... et en même temps, il explique des choses. Par exemple, lorsque une partie de la société française, en particulier autour d'une troisième gauche, parce que là, il y a des choses un petit peu compliquées que j'ai expliquées dans mon autre livre sur le rôle des communistes, mais la troisième gauche est extrêmement active, Jean-Paul Sartre est extrêmement actif, et Le Pen va dire la chose suivante. Donc, qui sont les responsables de la défaite française, enfin des difficultés de l'armée française? Ce ne sont pas les combattants algériens, ce n'est pas la résistance du peuple algérien, c'est, citation, les politiciens pourris, les intellectuels apatrides, ça nous rappelle quelque chose. Il n'a pas dit juif, mais il le pense. Et voilà, sans doute, d'ailleurs, il avait dit des choses à Mendès France sur la répulsion physique que Pierre Mendès France lui déclenchait chez lui. Répulsion physique, ça voulait dire quand même, oui. T'as une sale tête, quoi, oui. Et je n'en dirai pas plus. Oui. Donc je poursuis la citation c'est lors de la campagne de décembre 55, justement celle qui lui campagne législative, son élection. Législative. Citation, chaque fois qu'on reçoit un coup de pied dans les fesses, il faut brosser le pantalon après. La France est gouvernée par des pédérastes. Sartre, Camus, Mauriac. Voilà, donc il avait tout, quoi, homophobe en plus. Qui avait en commun d'être à des degrés divers des opposants à la répression d'Algérie. Oui, absolument. À la répression, oui, pas à l'indépendance de l'Algérie. C'était le cas de Sartre, c'était pas le cas de Camus, et c'était pas le cas de Mauriac. Mais en tout cas, c'était des gens qui mettaient le cri protestataire. Donc voilà le portrait de cet homme. Et alors, il a beau être député, il décide de se réengager dans l'armée alors qu'il a le statut de député, oui. Et donc il suspend sa participation à l'Assemblée nationale pour réintégrer le 1er régiment étranger parachutiste et être à la manœuvre comme lieutenant dans les opérations de répression à Alger. Et on a toute une série de témoignages sur les crimes qu'il perpétue, notamment à la Villa des Roses, qui est un haut lieu de la torture à Alger. Bien sûr. Alors, il part en Algérie au nom d'une certaine conception de la virilité. Je reviens d'ailleurs, la France est gouvernée par des pédérastes, des eunuques, enfin c'était un petit peu ça. Moi je suis un homme politique, j'aurais pu rester seulement sur le siège de l'Assemblée et protester contre la gauche, mais je vais au bout de mes idées et je suis un homme qui en a, excusez-moi de l'expression, c'est un petit peu sous-entendu là-dedans. Moi je suis un homme qui en a, il part d'ailleurs avec de Marquet. Et oui voilà, il fait monter. Et donc, il part en Algérie.
très franchement, d'après les biographies, il n'a pas fait énormément de terrain. Il n'a pas été dans le Djebel. On peut par exemple le comparer à Bijard, pour qui j'ai nulle tendresse et dont j'ai brossé parfois des tableaux très accusateurs et très documentés. Mais Bijard allait au terrain, allait sur le terrain. Il était à la tête de ces hommes. À ma connaissance, Le Pen n'a pas été beaucoup sur le terrain, mais il a fréquenté plus, vous l'avez dit, la Villa des Roses. Et alors, justement, c'est-à-dire un lieu de torture. Finalement, il avait besoin, en étant quelque temps en Algérie, de se légitimer aux yeux de l'extrême droite, ou de se relégitimer comme un dur, quoi, comme un homme de terrain qui était capable de commettre des violences. Oui, voilà, c'est ça, je pense. Et puis, c'était également montré aux autres députés poujadistes que lui, effectivement, allait plus loin, alors que les autres étaient quand même, pour l'essentiel, c'était souvent des petits commerçants, c'était le public de Poujade. De Poujade, oui. C'est un électorat de petits commerçants. Voilà. Et donc, autre surprise, j'en viens maintenant toujours à ma surprise en écoutant l'émission de France Inter. Autre surprise, c'est le fait que mes collègues aient oublié les aveux de Le Pen, pas sous forme d'aveux, mais sous forme de revendications. Et je vais vous citer, en mai 1957, une association anti-guerre qui s'appelait les Amis du droit organise une réunion de dénonciation des pratiques. Donc, c'était une association qui n'était même pas forcément de gauche, mais qui était une formation de gens qui émettaient une protestation humaniste. Contre la torture pratiquée. Contre la torture, pardon, oui. Donc, elle est interrompue par Le Pen, et Le Pen dit la chose suivante. Évidemment, le texte, c'est publié dans Regard, juin 1957. Citation de Le Pen, « J'ai été officier de renseignement au 74 boulevard Gallieni. » C'est l'adresse tristement célèbre de la Villa des Roses. « J'y ai moi-même interrogé des gens. Je les ai interrogés le temps qu'il fallait, pas plus. Pas plus du temps qu'il fallait, mais pas moins. Je travaillais 20 heures par jour. » Autre citation. Évidemment, je l'ai perdu, je la retrouve. Pierre-Henri Simon, dans Le Monde, se fait l'écho des propos donc toujours en juin 57. Hein. Donc il est rentré depuis juste après la grande mois. répression d'Alger. Il est rentré depuis 3 mois. Pierre-Henri Simon cite Le Pen. C'est pas Simon qui parle, c'est Le Pen. Le Pen et de Marquet, hein, son dans le journal alter Le ego. Monde, c'était une citation extraite du journal Le Monde. Extrait du journal Le Monde, juin 57. J'ai pas le jour exact, mais je pourrais retrouver facilement. En tout cas, voilà un livre dont je conseille la lecture. C'est un livre de 1985. Le livre d'Alain Rollat, Les hommes de l'extrême droite. Voilà. 1985, il y a tout sur d'ailleurs, le titre du chapitre, c'est Le tortionnaire. Le Pen tortionnaire. Et donc, citation de Le Pen et de Marquet, de concert. « Nous avons reçu une mission de police et nous l'avons accomplie selon l'impératif d'efficacité qui exige les moyens illégaux. Il peut y avoir encore des sentiments humains dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus de place pour les règles de la guerre classique, encore moins pour celles de la légalité civile. S'il faut user de violence pour découvrir un nid de bombe, s'il faut torturer un homme pour en sauver 100, la torture est inévitable. Et donc, dans les conditions anormales où on nous demande d'agir, elle est juste. Le Pen et de Marquet emploient le verbe torturer, le mot torture dans cette déclaration. Donc il revendique. Alors là, on retrouve le système de justification habituel des tortionnaires, qui est toujours de dire mais ça va permettre de sauver bien sûr. Des gens qui sont menacés en permettant de prendre connaissance à temps d'attentats qui sont préparés ou des choses comme ça. Tous les gens qui ont travaillé sérieusement sur la torture, à commencer par Raphaël Branche pour la torture en Algérie, ont démontré sans aucune équivoque possible que la torture est inefficace et que ça n'est pas son objet, son but, c'est de terroriser, c'est de déshumaniser l'ennemi et de terroriser une population dans des contextes de guerre asymétriques où une population ou un mouvement de résistance infiltré de manière capillaire dans la population, qui est présent dans la population, s'oppose à des formes régulières. Alors, si vous permettez, je salue effectivement au passage le travail de Raphaël Branche. Je me souviens, j'étais dans la salle le jour de sa soutenance et c'était toujours très émouvant. C'était un événement parce que c'était un événement. la torture avait toujours été dénoncée, mais il n'y avait
jamais eu de travail. On pensait que c'était impossible de faire une recherche historique d'après les archives sur la question. Et elle a démontré le contraire. Et Pierre Vidal-Naquet a couvert de sa grande autorité morale et historique ce travail remarquable. Il était dans le jury, sachant qu'il avait été lui-même acteur historique de la dénonciation de la torture dans les années 50-60. C'est une très belle histoire humaine, oui. Mais je dirais qu'avant même Raphaël Branche, il y a un travail qui n'était évidemment ni historique ni scientifique, mais que je me plais toujours à citer, c'est le livre de Jules Roy, qui s'appelle « J'accuse le général Massu ». Jules Roy, c'est très intéressant de voir l'évolution de cet homme, et je le mets d'ailleurs en contraste avec l'évolution de Camus. Jules Roy, qui était un fils de colon, de grand colon, qui était né en Algérie, qui avait été pétainiste au début de la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite avait rallié la France libre, qui était un homme vraiment qui était parti ensuite en Indochine où il avait déjà constaté l'usage de la torture, j'aurais pu le dire au passage. Jules Roy écrit donc ce livre qui est une réponse à Massu qui s'appelle la vraie bataille d'Alger. Et donc Jules Roy dit exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que non seulement c'est un crime moral, et Jules Roy il a fini sa carrière, il a démissionné de l'armée, il était lieutenant-colonel quand même, donc c'était quand même un officier supérieur. Non seulement c'est un crime moral, mais c'est une pratique totalement inefficace et qui soude finalement les populations colonisées derrière ses représentants, en l'occurrence derrière le FLN. Donc je ferme cette parenthèse. Au début des années 2000, il y a eu cette enquête de la journaliste du Monde Florence Baugé, très documentée, auprès d'un Algérien qui était enfant pendant la bataille d'Alger et qui a assisté à des séances de torture de son père chez lui par Jean-Marie Le Pen et ses hommes. Son père, finalement, a été assassiné par ces tortionnaires. Et en partant, donc cet homme s'appelait Ahmed Moulay, en partant, Jean-Marie Le Pen a oublié son ceinturon, dans le couloir, et le poignard qui s'y trouvait accroché avec son nom dessus. On en a la photo de ce poignard. Ce garçon, le fils d'Ahmed Moulay, avait conservé le poignard. Il a restitué le ceinturon quand Le Pen et ses hommes sont revenus dans les jours suivants, pour chercher ce qu'ils avaient oublié. Ils ont récupéré le ceinturon, mais jamais le poignard parce qu'ils l'avaient caché. Et cet Algérien a rencontré Florence Baugé et celle-ci a fait toute une enquête réattestant donc de manière irréfutable que Jean-Marie Le Pen s'est livré à des tortures. Jean-Marie Le Pen l'a attaqué en justice et il a fini par perdre. De même qu'il a perdu aussi en dernière instance contre Michel Rocard qui avait rappelé, je crois en 1992, que Jean-Marie Le Pen avait torturé. Donc voilà, c'était des choses qui étaient acquises et qui sont connues. Si vous permettez la filiation, le livre de Florence Baugé a été véritablement un apogée pratiquement de la dénonciation de Le Pen, et c'est un livre que je salue au passage, et je salue Florence Baugé au passage. Il y avait déjà des éléments d'information. Par exemple, un film de René Vauthier. René Vauthier a fait un film en 1984 qui s'appelle « À propos de l'autre détail », dans lequel on voit, il avait filmé, lui, on ne lui avait pas proposé de le garder, il avait filmé ce poignard. Le livre d'Alain Rolla dont je viens de parler et le livre de Florence Baugé dont je cite le titre parce que franchement, c'est assez inacceptable de la part d'un collègue d'avoir oublié ce livre majeur. Donc, Florence Baugé, 2005, Algérie, une guerre sans gloire, histoire d'une enquête. Elle a fait une enquête qui est que bien des historiens... C'est le débouché de ces articles dans Le Monde, dont je parlais tout à l'heure. C'est ce livre. Et Florence Baugé a eu un rôle magnifique. C'est elle également qui a fait parler Ossarès. C'est elle qui a fait parler Massu. Lorsque Massu a dit la torture en Algérie, on aurait pu faire autrement. Bon, il était catholique et il se rapprochait de sa lutte finale. Et donc, il a peut-être eu besoin de se confesser. Ossarès, je rappelle, qui était aussi un des maîtres d'œuvre de la torture systématique, qui lui a carrément revendiqué non seulement la torture, mais les exécutions sommaires, peu avant sa mort. C'est important de souligner aussi qu'après, Ossarès est allé faire de la pédagogie, si j'ose dire, former des militaires à la guerre contre-révolutionnaire, contre
les résistants, les mouvements de gauche en Amérique latine, auprès des ouais. militaires des dictatures d'Amérique latine dans les années 60-70. Ce savoir-faire français, c'est importé, l'exportation. C'est exporté, par lui à partir du vécu. Michel Alliot-Marie avait dit la même chose pour la police française qui aurait pu aider la police de Ben Ali en Tunisie. Donc là aussi, il y a des permanences. Il y a des échos. Il y a des échos. Mais merci beaucoup, Alain Ruscio. Je pense que c'était vraiment important de revenir là-dessus, d'essayer de clarifier un peu ce qui commence à être brouillé, voire falsifié. On voit régulièrement aujourd'hui, alors bien sûr, naturellement, Marine Le Pen, considérée comme une interlocutrice tout à fait respectable, mais son père aussi, donc qui a plus de 90 ans, qui est reçu chaque fois qu'un tome de ses mémoires sort, par exemple par Léa Salamé sur France Inter, et somme toute finalement de façon assez aimable, qui fait l'objet d'une émission, d'un reportage dans l'émission d'Hanouna, un peu comme si c'était le grand-père, brave type, un peu caractériel, mais finalement... Un peu bourru, quoi. Pas antipathique. Ce sont des éléments très importants qu'il faut rappeler aujourd'hui, au moment où l'espace public français s'extrême droitise. Et oui, on est là pour résister. Merci beaucoup à vous, Merci. Alain Ruscio. Je recommande bien sûr donc tous vos livres et puis ce dictionnaire, ce grand dictionnaire de la guerre d'Algérie qui paraît chez Bouquin dans les jours qui viennent. Merci beaucoup.